Absolument. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis désolé de ne pas avoir pu être physiquement présent, mais je suis en consultation aujourd'hui. Donc effectivement, je suis gastro-entérologue et je m'occupe d'une structure d'urgence pour les urgences vasculaires intestinales, survie. Et donc je vais brosser un peu le paysage ou le portrait des ischémies mésentériques. Alors c'est une pathologie qui est connue, qui a une réputation, une mauvaise réputation, et qui a été décrite il y a longtemps, au moment de de la Renaissance italienne, lors des premières autopsies clandestines. Et il y avait un traité d'un chirurgien qui était l'ancêtre des anapathes, qui a écrit donc un traité sur les causes cachées de la mort ou des morts, et il avait décrit l'intestin noir. Au début du XXe siècle, il y a un autre chirurgien qui a lancé une sorte d'aphorisme qui a un peu fait le siècle en déclarant que l'ischémie mésentérique, son diagnostic était impossible, pronostic sans espoir, traitement inutile. C'est resté assez vrai et on le voit dans les bases de données des établissements de santé américaines, l'équivalent du PMSI, où on voit que le taux d'abstention était d'environ 80%, le taux de revascularisation de 3%. Nous, on a changé le paradigme, on a misé sur la viabilité et sur tout faire pour essayer de préserver la viabilité de l'intestin, et c'est ce qui a donné lieu à l'ouverture de notre centre. Alors c'est vrai que le pronostic est catastrophique. Là, vous voyez une série qui collige près de 4000 patients. Et la mortalité globale était de 96%, autant dire de 100%, sans traitement. En revanche, lorsque les malades sont traités, et le plus souvent, et dans les années 2000 par chirurgie, on avait une mortalité autour de 70%. Il y a des disparités pronostiques en fonction des mécanismes, mais au global, on est à environ 70% de mortalité. Alors, c'est aussi la première cause de syndrome de Grelle-Cour. Ça, c'est un registre européen des malades en nutrition parentérale pour insuffisance intestinale bénigne. Donc c'est en dehors des carcinoses, donc c'est les malades en parentérale pour des maladies intestinales. Et on voit que la première cause des malades en nutrition parentérale de longue durée, c'est le syndrome de Grelle-Cour. Et la première cause chez l'adulte, c'est l'ischémie mésentérique. Donc finalement, le pronostic, il est compris entre deux bornes. Une très forte mortalité, ça c'est une autre série chirurgicale où on retrouve ce 30% de survie avec une mortalité initiale qui est très importante, ou la résection intestinale étendue pour nécrose intestinale. Donc vous voyez le défilé les diapos, le transfert des diapos du diaporama se fait, vous voyez le passage? Oui, oui, très bien. On voit Ok. tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir comme définition de l'ischémie? La définition colle en fait avec les critères diagnostiques. Il faut avoir les critères diagnostiques pour conclure au diagnostic. Donc il s'agit d'une insuffisance vasculaire intestinale qui va être responsable d'une souffrance de l'intestin, et ce en l'absence d'aucun diagnostic. Alors l'insuffisance vasculaire, elle peut par exemple être un athérome des artères digestives. La souffrance intestinale, elle peut être je sais pas moi, une diverticulite sigmoïdienne ou une maladie de Crohn. Mais étant donné que c'est une diverticulite sigmoïdienne ou étant donné que c'est une maladie de Crohn, on ne peut pas conclure à une ischémie mésentérique. Il faut qu'il y ait la correspondance entre une souffrance de l'intestin dans le même territoire et ayant pour cause une insuffisance vasculaire, qu'il n'y ait aucun diagnostic pour dire c'est donc une ischémie intestinale. Il faut être exhaustif dans l'élimination d'un autre diagnostic que ce diagnostic-là. Donc, quelle est l'histoire naturelle? Finalement, historiquement, l'histoire naturelle était celle-là. Donc, il y avait une insuffisance vasculaire aiguë, une thrombose ou un athérome, un embole ou un bas débit, un arrêt cardiaque, qui allait se compliquer d'une nécrose intestinale qui, non traitée, allait conduire aux défaillances multiviscérales et au décès dans 100% des cas. Nous, on a un peu élargi cette histoire naturelle en considérant l'ischémie comme une étape qui allait conduire à la nécrose intestinale en l'absence de traitement. Donc, ils vont considérer l'ischémie comme une étape potentiellement réversible dont la nécrose est une des évolutions, l'autre évolution souhaitée étant la réversibilité des lésions. Et pour ça, il faut considérer la physiopathologie comme une physiopathologie séquentielle, multi-étape, progressive, chronologique, qui
qui commence par une phase d'atteinte vasculaire. Donc la première étape étant l'occlusion de l'artère, la thrombose de la veine ou l'arrêt cardiaque, le bas débit, l'état de choc. À cette insuffisance vasculaire va s'associer un spasme, un vasospasme, qui va contribuer à l'hypoxie tissulaire et ouvrant à la deuxième phase, qui est une atteinte initialement qui est de la superficie de l'intestin, l'atteinte de la muqueuse et de la sous-muqueuse, avec une rupture de la fonction de barrière intestinale, de la translocation bactérienne, de l'afflux polynucléaire, et on va avoir donc dans cette étape-là une inflammation locale de la muqueuse, sous-muqueuse et de la paroi intestinale, donnant l'aspect d'une entérite ischémique, enfin d'une entérite de mécanisme ischémique. Et puis si le processus se prolonge et n'est pas résolu, les lésions vont devenir transmurales et vont évoluer vers la nécrose avec une activation des voies inflammatoires systémiques qui vont conduire aux défaillances d'organes et au décès sans traitement. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête l'idée que c'est une physiopathologie qui est progressive, séquentielle. On passe pas de l'occlusion artérielle à la nécrose et inversement, tout malade qui a une ischémie ne doit pas de facto aller au bloc opératoire pour résection de nécrose. Il y a toute une évolution qui va précéder la nécrose. Et donc, nous, on considère, et c'est dans notre jargon, on parle souvent d'ischémie précoce ou tardive. L'ischémie tardive, c'est l'ischémie parvenue au stade de nécrose. Et l'ischémie précoce, c'est jusqu'à l'entérite ischémique, c'est tout ce qui va être potentiellement réversible, donc non nécrotique. Alors, c'est plus fréquent qu'on le pense. Ça a une incidence qui est équivalente à celle du cancer du foie ou du pancréas, de la maladie de Crohn, et une incidence qui va très nettement augmenter avec l'âge, au point qu'on peut considérer qu'elle doit être évoquée, qu'elle est la première urgence abdominale chez le sujet âgé. Donc, on voit ces résultats sur le registre du PMSI américain. C'est la courbe en noir où on voit une explosion de son incidence avec l'âge. Elle est beaucoup plus fréquente que l'appendicite, plus fréquente qu'en rouge que la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Et elle apparaît en tout cas plus tardivement que la cholécystite, mais c'est vraiment, elle est très émergente chez le sujet âgé. Mais elle ne doit pas être considérée uniquement chez le sujet âgé. Là, dans notre cohorte, il y avait deux séries de patients, une cohorte de 220 patients pour lesquels 50 de ces patients avaient moins de 40 ans, et la cohorte de près de 400 patients, notre cohorte survie, on avait une majorité de malades qui avaient moins de 70 ans. Donc oui, il faut l'évoquer chez le sujet âgé, mais il ne faut pas l'exclure chez le sujet plus jeune. Oui, il faut l'évoquer chez les sujets ayant des facteurs de risque ou des antécédents cardiovasculaires, mais il ne faut pas l'éliminer chez ceux qui n'en ont pas, puisque toujours dans cette cohorte, on avait 25% des patients qui n'avaient pas de facteur de risque d'athérome connu au diagnostic et une majorité de patients qui n'avaient pas d'antécédents cardiovasculaires connus au diagnostic, le diagnostic ischémie étant l'événement inaugural permettant de dépister les facteurs de risque ou les antécédents cardiovasculaires. Donc, ne pas la rater, évidemment, chez les patients ayant une cardiopathie, mais ne pas l'éliminer chez ceux qui n'en ont pas. C'est un message important. Donc, les signes cliniques, dont je vous ai dit la définition et les critères diagnostiques, c'est une souffrance intestinale en rapport avec une insuffisance vasculaire. Quels sont les signes cliniques de la souffrance intestinale? C'est une douleur abdominale avec autre chose. Une douleur abdominale avec un syndrome inflammatoire biologique ou systémique. C'est une douleur abdominale avec un saignement. En gastroentérologie, toutes les causes de saignement digestif sont indolores, quasiment. La rupture des varices œsophagiennes, ça fait pas mal. L'ulcère gastro-duodénal, quand il saigne, il fait pas mal. L'hémorragie diverticulaire, c'est pas douloureux. Le cancer colorectal, il est rarement douloureux au moment où il saigne. Mais en revanche, une douleur, une hémorragie douloureuse, c'est vraiment le diagnostic jusqu'à preuve du contraire. Un tableau occlusif, ça mime souvent une occlusion intestinale. Il y a des retards diagnostiques parce que souvent dans les tableaux occlusifs, on joue la montre, alors que dans l'ischémie, il ne faut pas jouer la montre. Et donc ça, en rouge, c'est les signes, on va dire, d'ischémie aiguë, mais ils peuvent apparaître sur des signes préalables, antérieurs, chroniques, d'intolérance alimentaire, chez un malade de dénutrition, de diarrhée chronique. Alors, il faut être plus précis, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un scanner abdominal pour une ischémie chez tout le monde?
En fait, non. On a fait, nous, une étude qui comparait les douleurs, enfin, deux groupes de malades, des ischémies aiguës à des douleurs abdominales non ischémiques. Et en comparant la présentation des malades, il y a deux signes qui apparaissaient en multivarié. C'est le caractère brutal de la douleur et morphino-requérant. Donc, c'est une douleur abdominale, donc brutale, chez un malade qui a besoin de morphine, quel que soit l'âge. Là, à ce moment-là, y penser. On verra que le terrain, l'âge, lactate, ça c'est pas très sensible. En revanche, ces deux signes doivent conduire au scanner. On a également montré que les éléments qui étaient associés à des retards diagnostiques étaient le lactate normal, parce qu'il est faussement rassurant. On considère que ça n'est pas une ischémie parce que le lactate est normal et ça va conduire à un retard diagnostique, ou un scanner qui va être fait mais dans des conditions techniques mauvaises. C'est le scanner non injecté qui vont être des éléments de retard diagnostique. Alors, est-ce que le lactate c'est un bon critère diagnostique? Non. Il est normal chez la moitié des ischémies aiguës. Donc ça, il faut, pour ceux qui ont encore cette idée reçue en tête, vous l'enlevez définitivement. Il ne faut pas attendre que le lactate soit normal pour considérer le diagnostic. Il est le plus souvent normal dans les formes précoces, avant que le malade n'ait de la nécrose ou soit parvenu au stade d'infarctus de l'intestin. Donc ça n'est qu'un critère de gravité, ça n'est qu'un critère d'évolution, mais pas du tout un critère diagnostique. Et donc, pour améliorer le diagnostic, il faut l'évoquer. Cette série a bien montré que lorsque la suspicion diagnostique est présente dans la demande, dans la conclusion, les critères diagnostiques étaient plus fréquemment présents et il y avait même moins de résection intestinale chez les malades chez qui l'hypothèse diagnostique, la suspicion diagnostique était évoquée dans la demande. Donc pour faire ce diagnostic de souffrance intestinale, c'est l'angioscanner. Il faut le demander aux 3 temps, non injecté, artériel pour la cartographie vasculaire et au temps portal pour la cartographie intestinale. Et donc quels sont les signes scanographiques de souffrance de l'intestin? C'est n'importe quelle sémiologie qui oriente vers l'intestin. Tout est vrai, tout concourt à être un critère diagnostique d'ischémie devant un scanner dès lors qu'il y a une anomalie de l'intestin. Ça peut être un épaississement de l'intestin comme ici, ça peut être un amincissement de l'intestin comme ici, ça peut être une augmentation du rehaussement muqueux comme ici, ça peut être une diminution du rehaussement comme ici, ça peut être une dilatation de l'intestin qui peut mimer une occlusion mais qui va être en fait un iléus secondaire à l'occlusion vasculaire. On peut avoir des signes indirects qu'on voit dans d'autres pathologies comme ce qu'on appelle le feces sign, c'est un aspect un peu de stercoral comme dans le côlon mais dans le grêle, ou des signes indirects, même si l'intestin paraît normal, de congestion veineuse que les radiologues connaissent comme signe du peigne. Donc on a identifié une souffrance de l'intestin, clinique, douleur abdominale brutale, morphino-requérante. Il faut maintenant se tourner vers les vaisseaux comme deuxième critère diagnostique et rechercher une insuffisance vasculaire. Et l'ischémie peut être occlusive, par occlusion vasculaire. Et là, on a tous les types d'occlusion vasculaire qui concernent n'importe quel vaisseau périphérique, de l'athérome, des thromboses, de l'embole, une compression, une occlusion traumatique, une dissection, un envahissement, et il faut bien déterminer quel est le territoire artériel, tronc cœliaque, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure, ou une thrombose veineuse. Mais le mécanisme peut aussi être ischémique, sans occlusion vasculaire. On voit ça dans des mécanismes hémodynamiques. Ça peut être un arrêt cardiaque, un bas débit, un état de choc, des traitements vasoconstricteurs, et ce sur des vaisseaux normaux ou anormaux. Et donc ça fait partie de la caractérisation qu'il faut savoir demander aux radiologues. Il faut rechercher un diagnostic alternatif, et c'est l'absence de diagnostic alternatif qui va asseoir le diagnostic. Donc je vous ai listé des causes de douleur abdominale aiguë, mais il faut savoir les rechercher, demander au radiologue, compléter la biologie. Alors finalement, comment on caractérise une ischémie mésentérique? D'abord en caractérisant si elle est aiguë ou chronique. Alors pour ça, je vais vous donner l'histoire de Marie et Jean, une histoire qui est intéressante, parce que Marie, en janvier, a eu une douleur à l'effort, une douleur thoracique à l'effort, et elle a eu un test d'effort, une coronaro, on lui a trouvé une sténose coronarienne, et l'évolution a été favorable.
Jean, en revanche, en mars, a commencé à avoir des douleurs abdominales après repas. Il a eu de multiples explorations, des endoscopies, échographies, scanners, et finalement, rien n'est apparu. Il s'est mis à perdre du poids. Il a eu de nouvelles endoscopies. Il a eu un PET scan parce qu'on s'est dit il doit avoir un cancer. Il a mal au ventre, il maigrit. Et finalement, rien, jusqu'en septembre où là, la douleur est devenue aiguë et on lui a à ce moment-là diagnostiqué une thrombose de l'artère mésentérique supérieure. Mais c'était trop tard. Il y avait un infarctus étendu et il est décédé. Donc vous voyez, pour une même maladie artérielle, il y en a une qui est bien codifiée, bien connue, qui conduit rapidement à un diagnostic, à un traitement, à une évolution favorable. Et le même mécanisme, la même maladie, mais dans un territoire différent, va au contraire conduire au décès et expliquant la mortalité de l'ischémie mésentérique. Alors, l'ischémie chronique, c'est l'incidence augmente également avec l'âge, un mécanisme plutôt athérothrombotique. Nous, on a de plus en plus d'appels par an. Donc, il faut savoir prévenir l'ischémie aiguë en diagnostiquant l'ischémie chronique. Car l'ischémie aiguë, il faut savoir qu'elle est dans presque la majorité des cas, enfin dans 20, presque la moitié des cas précédés d'un angor. Et comme je vous l'ai dit, elle va conduire à une très forte mortalité. L'ischémie chronique, elle se présente, en parallèle de l'ischémie aiguë dont je vous ai dit les signes, de façon classique par l'angor, qui est la douleur, la peur alimentaire, la perte de poids. Mais ça, c'est une minorité des malades qui vont avoir cette triade. Le reste, ça va être des manifestations digestives non spécifiques qui vont quasiment tous donner lieu à un moment ou à un autre à un scanner. Encore faut-il regarder les vaisseaux sur le scanner parce que ce sont les vaisseaux qui vont orienter vers la cause. Pensez également à la colite ischémique droite, car elle est souvent inaugurale, annonciatrice de l'ischémie aiguë. Et il faut considérer que toute colite ischémique droite est une ischémie mésentérique jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est aussi une présentation à laquelle penser. Donc, le fait de colite ischémique, c'est souvent rassurant, mais en fait, on parle de la colite ischémique gauche, celle qui est à droite doit être inquiétante, parce qu'elle est dans le territoire de l'artère mésentérique supérieure. Alors, l'endoscopie, oui, peut aider pour faire un diagnostic de colite ischémique, mais il n'y a pas de lésion endoscopique dans la majorité des malades, dans la majorité des cas. Et donc, la normalité de l'endoscopie n'élimine pas la possibilité d'un mécanisme ischémique. Donc finalement, qu'est-ce qui oppose l'aigu ou chronique? Donc le mode d'apparition, aigu c'est brutal morphine, chronique c'est langor. Pour une ischémie chronique, on requiert en général 2 artères atteintes, sauf lorsqu'il s'agit du tronc cœliaque. Pour l'ischémie aiguë, une atteinte d'un seul vaisseau suffit. Dans l'ischémie chronique, c'est quasiment toujours occlusif. Dans l'aigu, on peut avoir des mécanismes non occlusifs. Dans le chronique, c'est le plus souvent de l'athérome. Dans l'aigu, ça peut être tout, de la thrombose. Et puis la souffrance intestinale dans le chronique, elle est le plus souvent fonctionnelle, elle est à l'effort du tube digestif, c'est lors de la digestion. En revanche, la souffrance intestinale dans l'aigu, elle apparaît, elle est visible, elle se confirme par le scanner. Le risque du chronique, c'est l'aigu, et le risque de l'aigu, c'est la nécrose et le décès. Donc deuxièmement, une fois qu'on a caractérisé l'ischémie aiguë ou chronique, il faut caractériser si elle est occlusive ou non occlusive. Donc ça, c'est l'angioscanner qui va nous dire quel est le vaisseau atteint. Là, vous voyez une ischémie veineuse avec une thrombose du tronc porte, de la veine mésentérique supérieure et un aspect d'épaississement et d'hyporehaussement du grêle. Ces ischémies veineuses, elles sont environ 20% des ischémies aiguës, le plus souvent associées à des troubles de la coagulation ou à une cause digestive locale, plus souvent des jeunes, plus souvent des femmes. Et on ne sait pas vraiment prédire la nécrose, peut-être la présence de diabète qui va prédisposer plus fréquemment à l'évolution vers la nécrose intestinale. Dans les causes artérielles, les mécanismes peuvent être différents. Là, vous avez une thrombose de l'artère mésentérique supérieure. Ici, vous avez un embole dans la partie distale de l'artère mésentérique supérieure, où vous pouvez avoir des mécanismes de la paroi elle-même, comme des dissections.
On peut avoir dans la maladie embolique d'autres organes atteints qui vont orienter vers le mécanisme embolique. Là, vous avez une ischémie de rate, de foie, une ischémie rénale. Et donc finalement, une fois qu'on a défini si c'est aigu ou chronique, si c'est occlusif, non occlusif, artériel ou veineux, il faut dire si c'est précoce ou tardif. Donc là, on l'avait défini en physiopathologie, mais en clinique, comment on fait? On recherche 3 signes qui sont prédictifs de la présence de nécrose. Et ces signes sont la présence d'une défaillance d'organes, besoin d'oxygène, marbrure, besoin de noradrénaline, un lactate à plus de 2 et la dilatation de l'intestin à plus de 25 mm. Et on voit, en fonction du nombre de ces facteurs, la probabilité d'être parvenu au stade de nécrose. Donc un malade qui a 3 de ces facteurs, on est certain qu'il a de la nécrose. Un malade qui n'a aucun de ces facteurs, on est quasiment sûr qu'il n'a pas de la nécrose. En revanche, si le malade a 2,2 de lactate et un diamètre intestinal à 27 mm, est-ce qu'il va évoluer vers de la nécrose? Le risque est très élevé. Mais si par exemple on le revascularise, l'intestin peut récupérer. En revanche, si les signes sont de la défaillance d'organes, ça on sait qu'on va plutôt être dans le cas d'une probabilité de nécrose très élevée. Donc voilà finalement comment on caractérise l'ischémie: aiguë, chronique, occlusive, non occlusive, artérielle, veineuse, précoce, tardive, et puis préciser le mécanisme. Une fois qu'on a bien caractérisé l'ischémie, il faut traiter. Et le traitement obéit à une stratégie qui va être en plusieurs étapes. Donc on a confirmé le diagnostic, il faut débuter le traitement, en parallèle évaluer la gravité, orienter le patient, on verra, dans une stratégie qui est souvent pluridisciplinaire, coordonner les traitements, et puis après le malade doit pouvoir récupérer. Donc la stratégie, elle est, nous on est gastro-entérologue, on a ciblé sur la viabilité de l'intestin. Et pour ça, il faut combiner 3 approches pour restaurer ou maintenir la viabilité de l'intestin. Vous avez vu que la physiopathologie, elle est séquentielle, multi-étape, donc il faut arrêter le processus à chaque étape et éviter que l'ischémie évolue vers l'étape de gravité ultérieure. Tout ce qui est viable doit être vascularisé, ça c'est un autre dogme. Tout ce qui n'est pas viable doit être éséqué. Donc on voit la complexité parce que ça fait appel à des disciplines et à des spécialistes différents. Ceux qui revascularisent, ceux qui résèquent, c'est pas les mêmes, faut le faire au même moment, l'un doit au mieux précéder l'autre, ça c'est pas facile à organiser. Le traitement, il est multimodal, c'est-à-dire que le protocole survie, le protocole qu'on a mis en place, il prend en compte tous les aspects de la physiopathologie, et donc il associe pour la partie occlusion, thrombose, de l'héparine, de l'aspirine. Pour la partie vasospasme, hypoxie, de la transfusion, du remplissage. Pour la partie inflammation systémique, sepsis, des antibiotiques par voie IV. Pour la partie nécrose, c'est la résection. Et la pierre angulaire de notre protocole, c'est de démarrer des antibiotiques par voie orale pour rapidement décontaminer l'intestin et diminuer la charge bactérienne qui va interagir avec le système immunitaire muqueux et sous-muqueux. Et donc ça, c'est un élément important du protocole qui est standardisé, qui est public, que vous trouvez sur Internet. Et toutes ces mesures-là doivent être démarrées en parallèle. L'antibiothérapie, pour nous, je vous ai dit, c'est une pierre angulaire qui est très importante parce que l'intestin va être entre 2 feux, entre 2 incendies. L'incendie de l'hypoxie qui va asphyxier l'intestin et celui de l'infection qui va l'inflammer. Et donc c'est sur ces 2 mécanismes qu'il faut agir pour essayer de maintenir la viabilité de l'intestin. On avait fait une première étude comparative prospective, mais qui n'était pas randomisée, et on avait déjà montré que les malades qui avaient des antibiotiques par voie orale avaient moins de résection intestinale que ceux qui n'avaient pas d'antibiotiques par voie orale. Cette mesure, elle n'est pas consensuelle, notamment les réanimateurs rechignent encore à l'appliquer pour des raisons, à mon avis, plus dogmatiques que pragmatiques, et parce que notamment le niveau de preuve est pour eux pas encore atteint. Donc on a démarré là un essai randomisé contrôlé d'une décontamination orale contre placebo. Et donc les premiers malades ont été inclus. Ça va prendre 3 ans pour, je l'espère, montrer que l'intérêt de la décontamination sur la résection intestinale et le décès. Donc une fois qu'on a évalué la gravité, le score de survie, on va définir si le malade
doit aller au bloc opératoire ou non, ou peut ne pas aller au bloc opératoire. Et en fonction, donc, il va y avoir une orientation. Et donc, il y a une stratégie, un algorithme décisionnel. Si le malade a une forme tardive, c'est-à-dire supposée avec nécrose, il doit avoir une résection intestinale à laquelle doit être associée une revascularisation, le plus souvent chirurgicale. En revanche, lorsque le malade a une forme précoce, c'est-à-dire supposée sans nécrose, c'est pas la peine de le pousser au bloc opératoire pour une résection. Il faut au contraire très vite déboucher les artères, si possible par voie endovasculaire, en complétant éventuellement par une résection si l'évolution est pas bonne. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme technique de revascularisation? On a la technique endovasculaire, c'est le plus souvent l'angioplastie, stenting ou la thrombolyse. On peut avoir la chirurgie qui peut être la thrombectomie, là vous voyez un pontage, ou des techniques qui sont hybrides, qui consistent à traiter par la mise en place par exemple d'un stent endovasculaire, mais en le faisant ventre ouvert. Donc c'est une technique hybride, ventre ouvert, endovasculaire. Cette revascularisation, selon les centres, elle peut être faite au bloc opératoire par le chirurgien vasculaire, par des techniques d'angiographie bloc opératoire. Là, c'est une salle hybride qui permet et d'opérer et de faire de l'endovasculaire en même temps. Ou la revascularisation peut être faite par voie endovasculaire par les radiologues lorsqu'ils sont compétents en radiologie vasculaire. Donc les techniques, on a la thrombectomie chirurgicale, là vous voyez exposition de l'artère, ouverture de l'artère et sonde de Fogarty pour aller retirer les thrombies. Là, ce malade avait une thrombectomie et une restauration complète de l'intestin sans résection intestinale. Ça, c'est le ROMS, le stenting rétrograde. Donc on ouvre, on aborde l'artère par voie rétrograde, on fait l'angioplastie, on largue le stent de cette façon-là. Ça, vous avez une patiente qui avait eu un stenting pour une ischémie aiguë. 4 jours après, elle s'est aggravée, elle avait une dilatation intestinale, un lactate élevé, donc un score à 2/3, donc à une très forte probabilité de nécrose. Elle a été opérée, effectivement, vous voyez l'intensité de la souffrance intestinale. Elle a eu un pontage de l'artère. Oui. Pardon. Je me permets de vous couper parce que je vois les minutes avancées et qu'on va devoir libérer les médecins présents, notamment les médecins généralistes. Je voudrais vous poser une question. Comment sauver Jean? Comment sauver Jean qui avait donc 70 ans et qui a eu un diagnostic tardif de son ischémie chronique? Quel conseil donneriez-vous aux médecins généralistes présents sur je sais pas, l'interrogatoire, l'examen clinique afin de faire cet angioscan plus tôt? Est-ce que c'est l'âge, le terrain vasculaire? Est-ce que la douleur peut avoir certaines caractéristiques d'effort ou de postprandial, je ne sais pas, qui pourrait aider à faire ce scanner? Il faut sauver Jean en pensant à ses artères digestives. Dès lors qu'il y a une manifestation abdominale qui n'est pas expliquée par les examens habituels comme les endoscopies, il faut penser à regarder les vaisseaux digestifs. Voilà. On peut avoir la douleur abdominale après les repas et ne pas encore avoir perdu de poids, notamment parce qu'on va fractionner son alimentation, adapter son régime de façon à maintenir son poids. On peut avoir la triade avec la perte de poids, la peur alimentaire. On peut aussi avoir un bilan endoscopique qui va trouver des ulcérations digestives. Le gastro-entérologue peut éventuellement partir sur une maladie inflammatoire. Finalement, les symptômes vont durer malgré les traitements. Il faut penser aux vaisseaux digestifs. Donc les vaisseaux digestifs, il faut y penser en gros devant n'importe quoi qui dure et que les examens habituels n'expliquent pas, ou n'importe quoi d'inhabituellement intense. Voilà, la douleur aiguë dont le malade vous dit j'ai jamais eu ça, je ne connais pas ça. Ça c'est plutôt pour les urgentistes, les chirurgiens. La douleur est atroce et il faut y penser. Et chez le malade qui présente pas la douleur aiguë, c'est les symptômes qui persistent et qui ne sont pas expliqués par les examens usuels. Je dirais que la cause fonctionnelle ou psycho, elle doit vraiment être la dernière une fois qu'on a tout éliminé, y compris une maladie vasculaire. Voilà. Souvent, l'étape
éliminer la maladie vasculaire n'est pas faite avant que les praticiens, les gastro-entérologues, généralistes concluent à un problème fonctionnel ou un trouble psy. Voilà. Et donc, c'est avoir une attention, une penser à la possibilité d'une maladie artérielle digestive. Est-ce qu'il faut mentionner des choses spéciales sur l'ordonnance de scanner? Est-ce que pour que le radiologue ait les bons messages et recherche les bonnes choses? Il faut que le scanner formule angioscanner abdominal avec recherche d'une maladie artérielle. Et si c'est scanner abdo pour douleur abdo, il n'y aura pas le temps artériel. Les recommandations des sociétés de radio, même en urgence, font le temps portal, éventuellement non injecté, mais font pas le temps artériel. Il n'y a pas pour avoir le temps artériel, il faut demander le temps artériel et en demandant à ce qu'on évalue la possibilité d'une ischémie digestive. Très bien. Après, nous, on est disponible. Il y a le dispositif Ortif qui nous permet de nous envoyer les images et on peut, on est joignable 24 heures sur 24 pour donner une téléexpertise et puis infirmer, confirmer, aider au diagnostic. Merci beaucoup, professeur Corcos. Est-ce que il y a une question dans la salle? Est-ce qu'il y a une question en visio? Allô? Oui. Oui. Bien sûr. Je parle dans les deux, là. Bon, alors, moi, je suis Laurent Duguay, donc le chirurgien viscéral. En fait, c'est pas une question, c'est vraiment des remerciements parce que c'est d'abord les bonnes idées en médecine, c'est rare. Et associer plusieurs spécialités pour transformer une situation qui était perdue, foutue d'avance en quelque chose où en fait vous nous offrez une solution, notamment en termes de perte de chance ou pas de perte de chance. C'est-à-dire que quand on a des malades avec des ischémies mésentériques, on vous demande un avis, comme on demande un avis de grande garde de neurochirurgie par exemple, et on a une réponse rapide et binaire. C'est-à-dire on fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose. Et pour nous, c'est un grand confort. Et donc, merci d'avoir mis en place cette structure qui, j'espère, va se développer en dehors de l'Île-de-France. J'espère que vous avez fait des petits et que partout en France, on arrive à sauver des gens, voilà, ou à dire simplement non, il n'y a rien à faire, terminé, on arrête les frais. Voilà. Merci de vos encouragements. Effectivement, moi j'ai pas pu monter nos résultats. Nous, on est à 80% de survie dans les ischémies aiguës artérielles, avec un taux de revascularisation de 80% et un taux de résection intestinale de 40%. Donc on a 6 malades sur 10 chez qui on évite l'ischémie. Et donc, fort de ces résultats, on travaille auprès des pouvoirs publics et aussi des centres en région pour exporter le modèle. Donc, vis-à-vis des pouvoirs publics, essayer d'avoir un plan national pour aider à la création de centres dans chacune des régions. Le contexte budgétaire actuel est difficile pour avoir des moyens pour ça. Et donc, on a quand même sollicité des centres en région qui ont tout le plateau médico-technique pour leur demander de s'organiser et de construire, et je suis en train de créer un réseau national de façon à pouvoir mettre à disposition nos protocoles, se rendre disponible pour aider à l'organisation pluridisciplinaire, à donner l'habitude aux gens de travailler plus couramment ensemble, notamment les chirurgiens digestifs et les chirurgiens vasculaires. Et donc, il y a Lyon, Marseille, Nice, Tours et Bordeaux qui ont soit démarré, soit sur les starting blocks pour démarrer. On espère avoir une couverture nationale et qu'on puisse gommer les disparités territoriales qu'on a démontrées, enfin qu'on a pu montrer au pouvoir public et qui sont présentes avec des courbes de survie entre survie et d'autres centres CHU en région qui sont très différentes et qui ne peuvent pas être acceptées pour ce qui est de missions de soins, quoi. Et essayer d'établir une espèce de standard de soins selon laquelle toute ischémie mésentérique doit être revascularisée chaque fois que possible. Ça, c'est une règle importante et que la prise en charge se fasse de façon multidisciplinaire.
Alain G avait une question, je crois. Oui, je sais pas est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Alors, tout d'abord, bravo, professeur, pour ce que vous faites et merci. Moi, j'avais une question sur l'ischémie chronique. Ça veut dire qu'en fait, pour nous, un patient qui a une douleur postprandiale, on a éliminé les diagnostics différentiels, on a fait un scanner, mais du coup, le scanner, s'il n'est pas angioscanner, il n'est pas contributif. C'est-à-dire qu'il est contributif s'il est parlant. C'est-à-dire si vous faites un scanner de débrouillage pour douleur abdominale et que sur ce scanner, on voit que les artères digestives sont athéromateuses et bouchées, là, on peut s'accrocher au diagnostic et on aura besoin du scanner artériel pour la stratégie thérapeutique. Mais au moins, le scanner aura pu poser le diagnostic de maladie vasculaire. Certains scanners permettent pas de bien distinguer l'athérome. Il y a parfois de l'athérome qui n'est pas calcifié, qui peut ne pas être vu au temps portal. Donc si le scanner vous dit oui, si en interrogeant le radiologue, il vous confirme qu'il y a une maladie vasculaire artérielle, il y en a une. Si il le dit pas, faut lui demander, vous n'en voyez pas parce que la technique n'est pas bonne, vous ne voyez pas parce qu'il n'y en a pas. Donc le scanner manque de sensibilité, mais lorsqu'il voit des lésions, on peut les affirmer. D'accord, et donc en fait, s'il n'y a pas de lésion, on est en droit de redemander un angioscanner. Absolument. Mais ce qu'il faut, c'est que vous regardiez bien le compte-rendu si les vaisseaux sont décrits ou pas. Parce que dans la majorité des cas, les vaisseaux ne sont pas décrits. Donc ça doit vous faire tic pour vous. Si les vaisseaux sont pas décrits, il faut aller vers le radiologue en lui disant, je n'ai pas vu de description des vaisseaux, est-ce que vous pouvez me dire si tout va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup, professeur Korkos. Merci. Est-ce que vous pourriez nous envoyer votre présentation au format PDF? Parce que, comme ça y est, je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait, parfait. Je l'ai fait 10 minutes avant et vous me direz si vous l'avez reçu. Et il y avait les diapos que j'ai pas pu montrer, mais qui sont des diapos d'illustration de cas. C'est bien reçu. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci de votre invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.